Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'optique de classe de seconde sur la réfraction de la lumière. Je vais commencer par quelques petits rappels. Le premier concernant la propagation de la lumière. Dans un milieu homogène, la lumière se déplace toujours de manière rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite. Alors un milieu homogène, attention, c'est un milieu dont la composition, la densité, la température, la pression et ainsi de suite, c'est-à-dire toutes ces caractéristiques sont identiques en tout point de ce milieu. Le deuxième rappel concerne la condition de visibilité. Pour qu'un objet soit visible, il faut que de la lumière issue de cet objet arrive dans l'œil de l'observateur. Toujours dans le domaine des rappels, la vitesse de la lumière. On la qualifie en général plutôt de célérité parce que c'est une onde et pas un objet. Cette célérité, elle vaut environ 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide et dans l'air, qui n'est pas très éloigné d'un point de vue propriété du vide, alors que dans les autres milieux transparents, c'est-à-dire qui laissent passer la lumière, par exemple le verre ou la matière plastique, eh bien cette vitesse, cette célérité est inférieure à celle que la lumière a dans le vide. Elle est divisée par une valeur n. Eh bien ce petit n, qui vaut donc c sur v, c'est une grandeur qu'on appelle l'indice du milieu. Cet indice du milieu dans lequel se propage la lumière est sans unité. Il est toujours supérieur ou égal à 1, puisque dans un milieu, la célérité de la lumière est toujours inférieure à celle de la lumière dans le vide. Alors par exemple, pour l'eau, on est au voisinage de 1,3, pour le verre, au voisinage de 1,5. Et enfin, pour le vide ou l'air, l'indice vaut 1. Cet indice est souvent appelé indice de réfraction. Alors la réfraction, justement, voyons quelques situations où on peut la mettre en évidence. Vous avez tous déjà observé le fameux crayon qui apparaît cassé quand on l'observe lorsqu'il est immergé dans un liquide, en l'occurrence ici de l'eau, ou bien la déformation d'une image lorsque l'on observe un objet à travers un verre rempli de liquide, ici de l'eau vraisemblablement. Vous avez déjà aussi constaté les curieux effets d'optique, par exemple ici l'ours polaire qui semble avoir perdu la tête. Et bien tous ces phénomènes s'interprètent par les phénomènes de réfraction. Je terminerai là-dessus par l'exemple de la modélisation 3D, l'image de synthèse, où l'on est amené à choisir un indice de réfraction quand on veut faire des objets transparents pour maximiser le réalisme. On voit ici par exemple sur cette cruche que le bois qui est visible par transparence apparaît tout déformé. Là encore, il s'agit du phénomène de réfraction. Je vous invite maintenant à réaliser cette petite expérience assez simple. Alors, vous mettez une pièce au fond d'un bol vide, et puis, progressivement et délicatement, vous ajoutez de l'eau. Alors, au départ, il faut mettre son œil en position de manière à ne pas voir la pièce. Et vous constatez que progressivement, sans déplacer la position de votre tête, et bien juste par le fait de verser de l'eau, la pièce devient visible. Il s'agit là encore du phénomène de réfraction. Alors, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la lumière émise ici par exemple par le poisson, ça aurait pu être la pièce, se propage dans l'eau de manière rectiligne, si l'eau est un milieu homogène, ce qu'on va supposer ici, et bien lorsque cette lumière change de milieu, à l'interface entre les deux milieux qu'on appelle le dioptre, et bien elle change de direction. Alors j'attire votre attention sur le fait que changer de direction ne veut pas dire que dans chaque milieu, elle n'a pas une propagation rectiligne, bien au contraire. Simplement cette direction change à l'interface entre les deux milieux. Alors si on a son œil sur le trajet de la lumière, évidemment, le poisson va donc être visible, mais curieusement, on aura l'impression que cette lumière provient d'une ligne droite. Donc on aura un décalage entre la position réelle du poisson et sa position apparente. D'où les effets surprenants dont nous avons vu quelques exemples précédemment. Alors comment modélise-t-on cette réfraction ? L'intérêt de la modélisation étant de pouvoir prévoir cette réfraction
et d'en prévoir les effets. Alors imaginons pour cela deux milieux, l'eau et l'air, un rayon incident, alors on qualifie d'incident le rayon provenant de la source et qui arrive vers un deuxième milieu. Donc ici le premier milieu de propagation c'est l'air et le deuxième milieu c'est l'eau. Alors pour repérer la position du rayon incident et son inclinaison, je vais définir la normale à la surface. Alors ce qu'on appelle la normale, c'est la droite qui est perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire à l'interface entre les deux milieux. On pourrait l'appeler la perpendiculaire, mais on préfère employer le terme de normale quand il s'agit d'une droite perpendiculaire à un plan. Alors si jamais vous faites l'expérience, vous constaterez que dans cette situation, on a, dans la majeure partie des cas, un rayon réfléchi. C'est le phénomène de réflexion, mais que nous n'étudions pas dans ce cadre-là, donc je vais le laisser pour le côté. Ce qui nous intéresse, c'est le rayon réfracté, c'est-à-dire le rayon de la lumière déviée lorsqu'elle passe dans l'eau. Et bien pour la modélisation, nous allons repérer l'inclinaison du rayon incident par rapport à la normale, c'est-à-dire que la mesure qui permet de connaître la position du rayon incident, c'est l'angle entre la normale et le rayon. On aurait pu choisir autre chose, mais tout le monde s'est mis d'accord pour faire cette mesure-là. De la même façon, lorsque le rayon est réfracté, il est réfracté d'un certain angle par rapport à cette même normale. Ici, je les ai appelés I et R, peu importe. Alors, de manière encore plus schématique, on obtient, en faisant un agrandissement, la figure suivante, le trait en bleu étant symbolisant le dioptre, c'est-à-dire, je le rappelle, l'interface entre les deux milieux, ici l'air et l'eau. Et à la modélisation, c'est-à-dire le côté ici plus mathématique de ce phénomène, nous le devons à la fois à messieurs Snell et Descartes, de manière totalement indépendante mais à peu près à la même époque, qui ont réussi à donner une formule mathématique qui permet de connaître le lien entre la position du rayon à incident et la position du rayon réfracté en fonction des milieux d'incidence et de réfraction. Cette modélisation s'appelle la loi de Snell-Descartes et elle est mathématiquement très simple. Le produit de l'indice du premier milieu, là où arrive la lumière, donc ici dans mon exemple l'air, multiplié par le sinus de l'angle entre le rayon et la normale, se conserve, c'est-à-dire qu'il est égal à la même chose mais dans l'autre milieu, c'est-à-dire l'indice du deuxième milieu, ici l'eau, fois le sinus, cette fois-ci, de l'angle du rayon réfracté par rapport à la normale. C'est assez remarquable la simplicité de cette équation mathématique pour un phénomène qui paraît aussi complexe. Je précise pour compléter qu'il y a une autre loi qui nous sera quand même moins utile, c'est que le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont toujours dans un même plan. Alors pour généraliser, prenons l'exemple d'un milieu 2, d'indice de réfraction ou d'indice N2, d'un milieu 1, N1, dans lequel une lumière, un rayon lumineux arrive, on l'appelle le rayon incident, puisqu'il arrive sur le deuxième milieu. On définit la normale toujours par rapport au dioptre, c'est-à-dire la limite entre les deux milieux, c'est sa perpendiculaire. Le rayon incident arrive avec un angle A par rapport à cette normale. Le rayon réfracté avec un rayon B. Eh bien la loi de Snell-Descartes dit que N1 sinus A, donc tout ce qui concerne le milieu d'incidence, est égal à N2 sinus B, tout ce qui concerne le milieu de réfraction. Une petite remarque technique quand vous ferez les calculs, attention, je rappelle que l'indice n'a pas d'unité, et pour les angles, notamment l'utilisation de la calculatrice, il faudra faire attention. Si vos angles sont en degrés, il faut bien que la calculatrice comprenne que les angles sont en degrés. Donc il faudra régler le mode en degrés et non pas en radians comme ça peut être le cas, et inversement. Vous pouvez vérifier par le calcul qu'un rayon incident qui est perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire confondu avec la normale, lui ne sera pas dévié. C'est un résultat qui sera très intéressant par la suite. Alors, à la lumière de cette modélisation de la réfraction, si on revient sur l'expérience du bol, alors la pièce qui est au fond, qui diffuse de la lumière, en diffuse un peu dans toutes les directions, mais pour des raisons géométriques, l'œil, la position de l'œil de l'observateur est telle qu'il ne peut pas voir la pièce parce qu'aucune lumière provenant de cette pièce n'arrive justement dans l'œil. Par contre, si on rajoute de l'eau, eh bien, grâce à la réfraction, la lumière qui change de milieu va aussi changer de direction
Et dans certaines situations, elle aura la possibilité, cette fois-ci, lors de son brusque changement de direction, d'arriver jusqu'à l'œil. Elle sera alors visible par l'observateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Au revoir.